Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, nous souhaitons que cette coopération se renforce davantage. Un appel du Premier ministre Robert Begré-Bambé lors de la revue du contrat de désendettement et développement. Les deux parties se sont rencontrées ce vendredi à la primature. La Côte d'Ivoire et la France se réjouissent des réalisations du C2D. Et la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 9000 cas de violence basées sur le genre. La première dame apporte une solution avec la maison des femmes d'Adiaké. Ce centre inauguré donne un nouvel espoir aux victimes, les VBG. Une réalité, un reportage à suivre. Dans ce journal, une stèle pour les victimes des crises post-électorales de 2010-2011. Une cérémonie d'hommage à ces victimes à Abobo et à Niamey, pleine d'émotion. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration de cet espace dédié à la mémoire et au souvenir. Et puis en sport, la Côte d'Ivoire qualifiée pour les demi-finales de la CAN U17. Les éléphants retrouvent les lions du Maroc, pays hôte de la compétition. Ils ont éliminé ce soir le Sénégal au tir au but. Le gouvernement et les partenaires français sont satisfaits de l'exécution du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Les deux parties ont fait le bilan des actions réalisées. Des projets sont à lancer, une décennie de coopération fructueuse. Marie-Chantal Akanda fait le point. Transformer la dette en levier de développement, c'est le pari réussi du contrat de désendettement et de développement C2D. À mi-parcours de sa troisième phase, la Côte d'Ivoire et la France affichent leur satisfaction. Je voudrais renouveler les remerciements de la partie ivoirienne pour cette proximité que nous avons su développer grâce à la bonne volonté qui anime les deux parties. La Côte d'Ivoire devrait constituer un ancrage pour le succès de la coopération entre votre grand et beau pays et l'Afrique, et notamment l'Afrique au sud du Sahara. Cet ancrage est modélisé par le CDD qui donne l'assurance que cette coopération est une coopération de proximité. Réunis ce jour à la primature pour la restitution des assises, ouvertes depuis le 7 avril dernier, les deux partenaires ont passé en revue les avancées majeures réalisées depuis 2012. Nous apprécions au plus haut niveau les études qui seront conduites pour voir l'impact du CDD dans les tissus sociaux. Il y a un impact réel et nous tenons à ce que cette étude mette en évidence la qualité de ce que le CDD apporte aux populations ivoiriennes. La qualité de la perspective que nous dessinons ensemble. Cette coopération doit être très dynamique et nous souhaitons qu'elle soit la meilleure possible. Depuis le lancement du programme, la Côte d'Ivoire a remboursé 1740 milliards de francs CFA. Des fonds entièrement réinjectés dans plus de 45 projets à travers le pays. Le troisième C2D affiche aujourd'hui un taux d'engagement de 78% et les dernières conventions sont attendues d'ici la fin de l'année. On a vu tout au long de cette semaine l'évolution en quelque sorte des projets qui ont été menés avec de plus en plus des projets qui sont intégrés dans les ministères, qui sont portés de plus en plus par vos équipes. Et cette transition, je crois, est extrêmement importante. Nous allons vers la fin progressive de ces tranches de C2D. Les projets, certains sont encore à lancer, mais il est important de réfléchir à la suite et cette transition, notamment par les financements programmatiques, par les appuis budgétaires en complément des projets. On a aussi beaucoup parlé cette semaine des compétences qui ont été acquises par l'ensemble de vos équipes et qui vont permettre de pérenniser les projets. Et la Côte d'Ivoire a su investir tout en maîtrisant son endettement. Les deux parties ont convenu de renforcer la mesure de l'impact social et économique des réalisations.
L'actualité, c'est aussi le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. La première dame a inauguré hier la maison des femmes d'Adiaké. Dominique Ouattara se tient à leur côté en apportant du réconfort et un soutien important. Certaines femmes souffrent énormément des VBG. Cet appui sonne comme une nouvelle vie pour celles qui avaient tout perdu. Un nouvel espoir pour sortir de ces difficultés. Fatou Fofana Dramé Lamine nous parle des réalités des violences basées sur les genres. Des témoignages émouvants, il y en a eu lors de cette rencontre dédiée à la protection de la femme à Adiaké. Oui, j'ai vraiment rencontré ce couteau brûlant. L'excision a créé en moi une fragilité émotionnelle qui sera exploitée pendant 7 ans dans un mariage toxique et très violent. Oui, j'ai pour habitude de dire, parce que je n'ai plus de nom pour cette personne, j'ai juste appelé le cousin de Lucifer. Ce que j'ai compris, c'est que la violence ne connaît pas de diplôme, ni de statut, ni de couleur de peau. Mais je sais juste qu'elle abîme l'âme et aucune femme n'est à l'abri de cette violence. Elles ont choisi de briser le silence face à ces mutilations génitales féminines, à ces violences psychologiques, physiques et sexuelles qui résistent au temps et qui donnent même l'impression de se transmettre de génération en génération. J'ai grandi dans un environnement difficile où ma mère subissait des violences conjugales. Je me suis mariée très jeune, mais malheureusement, mon foyer n'a pas été un arbre de paix que j'espérais. C'était une gifle, des engueulades. J'ai été battue, violentée. Les raisons étaient nombreuses. L'alcool, les conflits familiaux, l'incompréhension. J'avais même honte d'en parler. À l'époque, comme je l'ai dit, il n'y avait aucun centre d'accueil. Les parents nous conseillaient souvent de supporter pour éviter le scandale et surtout la honte. Alors j'ai supporté. Jusqu'au jour, un jour, a failli m'ôter la vie. Je suis restée 3 jours dans le coma et à mon réveil, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer. J'aurais pu mourir ce jour-là et ne plus exister. Dieu m'a gardée en vie. Mais ça a été une thérapie pour moi de dire ce que j'ai vécu. De mon enfance jusqu'au mariage, ça n'a pas été évident. Des amis, des Yasmina, il y en a des milliers, voire des centaines de millions dans le monde. Pour l'année 2024, la Côte d'Ivoire dénombre plus de 9000 cas de violences basées sur le genre, répertoriés et pris en charge, à savoir 920 cas de viol, 2030 agressions physiques, 25 mutilations génitales féminines, 153 mariages forcés, 287 agressions sexuelles, 1798 violences psychologiques ou émotionnelles, 4394 dénis de ressources et de moyens. Et dans l'actualité, ce soir, la commission électorale indépendante invite les confessions religieuses à une importante réunion d'information et d'échange sur le processus électoral le mercredi 16 avril 2025 à 10h, précise à Cocody, de Plateau, Latry Events. Chaque organisation est priée de se faire représenter par 2 personnalités. Pour toute information complémentaire, prière de contacter le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Le présent communiqué tient lieu d'invitation officielle. Au niveau sécuritaire, des agents viennent renforcer la police nationale. 1909 élèves sont sortis de l'école de police Amadou Gonkoulibaly à Korogo. La 4e promotion de sous-officiers a reçu ses épaulettes. Les ministres Vagondo Diomandé et Amadou Kone encouragent les nouveaux policiers au dévouement et à l'intégrité. À Mississoko. Ce vendredi, l'école de police Amadou Gonkoulibaly à Korogo a célébré avec ferveur sa 4e promotion de sous-officier. Parmi les 1917 élèves initialement inscrits, 1909 ont été jugés aptes à rejoindre la police nationale, dont 402 femmes. La remise officielle des épaulettes, symbole de leur intégration, a marqué l'aboutissement de 2 années de formation rigoureuse, tant militaire que policière. L'émotion était palpable parmi les nouveaux sous-officiers, entourés de nombreux parents, amis et cadres du Poro, venus les soutenir en ce moment décisif de leur carrière. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a exhorté les nouveaux sous-officiers à être des modèles de dévouement et d'intégrité. En hommage à feu Jean-Luc Djaligatito, un sergent stagiaire tragiquement décédé à Djamé dont la promotion porte le nom.
chers élèves sous-officiers, aujourd'hui, en recevant vos épaulettes, vous faites le serment solennel de servir la République avec honneur. Vous êtes désormais appelés à veiller sur nos institutions. Vous êtes désormais appelés à protéger les Ivoiriens dans toute leur diversité, tout en respectant les droits humains et le code de déontologie policière. En tant que parrain de la promotion, le ministre des Transports, Amadou Koné, a également encouragé ses filleuls à toujours aspirer à l'excellence dans leur travail. Il a insisté sur le rôle crucial qu'ils joueront dans la sécurité nationale. Le métier de policier qu'ils ont choisi est très noble, mais extrêmement exigeant. Il s'agit de servir, comme l'indique la devise de la police nationale. Servir notre pays avec dévouement, intégrité et parfois jusqu'au sacrifice suprême. L'uniforme est un symbole de l'autorité de l'État. Il engage par conséquent au respect des institutions. Avec un taux de réussite de 99,63%, cette promotion a pour major Stéphane Yaoyao qui a obtenu une moyenne supérieure à 15. Cette journée a non seulement célébré la fin d'une formation, mais aussi le début d'une carrière dédiée au service public et à la protection des citoyens. En religion, le Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites a exprimé sa reconnaissance au président de la République. Les responsables du CODIS expriment leur gratitude pour le soutien pendant le mois béni de Ramadan, une action de solidarité et de partage pendant ce mois de piété et de miséricorde. Le reportage de Kone Pagasoro de Madangui, Noussangari. Le mois béni du Ramadan rime avec élan de générosité et de solidarité. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement ne sont pas restés en marge de cette dynamique sociale. Les responsables du CODIS, Conseil des imams sunnites, l'une des fêtières bénéficiaires de ce geste de portée sociale de la part du président de la République, sont reconnaissants. Mon message est un message de gratitude à l'endroit de l'ensemble des autorités politiques de ces pays, avec à leur tête Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons bénéficié de leur attention soutenue au cours de ces mois bénis. En plus de la marque de gratitude aux donateurs, Moussa Farouk Fadiga, président du CODIS, a invité la communauté musulmane dans son ensemble, les acteurs politiques, mais aussi les fidèles et les hommes de Dieu des autres obédiences religieuses à être de véritables artisans de paix pour une Côte d'Ivoire prospère et plus harmonieuse. Mon message est un appel à la pacification des discours, à l'acceptation du dialogue sur le point de divergence entre les acteurs politiques. Cette rencontre annuelle des membres du CODIS s'inscrit dans le cadre de la présentation des vœux islamiques des fidèles du CODIS à leur guide, Moussa Farouk Fadiga. Louanges, prières et bénédictions pour une élection présidentielle apaisée en octobre, des temps forts de cette rencontre de reconnaissance. Le dialogue se poursuit pour amener le calme dans le secteur éducation-formation. La ministre de l'Éducation nationale a rencontré les organisations syndicales non signataires du préavis de grève. Ces enseignants saluent les efforts fournis pour que l'année scolaire se déroule normalement. Ahmed Paoui. Ils sont au nom de 16 organisations syndicales non signataires du préavis de grève qui ont tenu à être reçus par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce, pour avoir réussi à rétablir le dialogue et contribuer activement à la décrispation suite au mouvement de grève initié dans le secteur de l'éducation par certains syndicats. Madame la ministre de l'Éducation nationale a bien voulu nous donner des informations, les dernières informations, et elle nous a informé de ce que tous nos camarades qui avaient été arrêtés ont suivi ces efforts avec l'ensemble de ses collaborateurs, les ministres. Aujourd'hui, la plupart ont pu être libérés. Donc, c'est un remerciement que nous voulons transmettre particulièrement à notre ministre, mais au-delà, à tout le gouvernement. Je voudrais leur dire merci. Merci de s'être démarqué par rapport à cette crise qui secoue l'école. Merci d'avoir choisi la voie du dialogue.
mais je les ai surtout encouragés à la cohésion. La cohésion avec leurs frères, leurs collègues signataires de la grève. L'objectif est le même. La crise est passée au nom de la cohésion, au nom de l'école ivoirienne, au nom du droit à l'éducation, au nom du droit à la liberté syndicale, qui se mettent ensemble et qu'on ait une seule voix, et de cette seule voix-là, que nous puissions avancer pour la réussite des examens à grand tirage qui commencent. Au terme de cette rencontre, Maria Toukone a annoncé la tenue d'un séminaire pour élaborer un chronogramme, toujours dans le souci de concilier le droit à l'éducation des enfants et la liberté d'exercer les droits syndicaux. Après donc la reprise effective des cours ce vendredi, le ministre de l'enseignement technique aussi, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a échangé avec 16 organisations syndicales non signataires de la grève, une rencontre au cours de laquelle Kofi N'Guessan a présenté la vision managériale de ce secteur. Je vous propose d'écouter le ministre Kofi N'Guessan et les syndicalistes. L'école est d'une importance capitale. Le droit à l'éducation est important et même capital. Et quand l'école va bien, tous ceux qui ont participé à faire en sorte que l'école retrouve ses normes, il était important pour nous de venir leur dire merci, mais aussi leur dire que nous leur faisons confiance pour le dossier pour lequel l'école a connu quelque temps des perturbations, à savoir l'octroi d'une prime. Nous lui disons de lui transmettre nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. En l'espace de quelques années, les efforts sont incroyables dans le domaine de la formation professionnelle. L'idée, en les recevant aujourd'hui, c'est d'encourager le maintien de la sérénité, le maintien de la paix dans notre sous-secteur, qui est le secteur aujourd'hui qui a permis à certains pays, notamment les pays asiatiques, les pays de l'Asie du Sud-Est, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir nos syndicats. Lorsqu'il y a ces perturbations, on n'est pas seul. Il y a nos partenaires aussi qui regardent et nos partenaires aussi qui refusent aujourd'hui les diplômes délivrés par notre système éducatif. Et donc l'idée, c'est vraiment de les encourager. Mais vraiment, je voudrais profiter de ce micro pour saluer l'implication si personnelle du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, qui a donné des instructions aux membres du gouvernement en charge du secteur éducation-formation notamment, et à Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique. Je crois que grâce à leurs interventions, aujourd'hui, la situation est redevenue normale. Moi, je voudrais encourager les enseignants à privilégier la négociation. On va changer de secteur. Ouverture ce vendredi du salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat se tient au parc des expositions à Port-Bouët. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre de la Construction, Bruno Koné, et du ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba. Le rendez-vous entend promouvoir le logement pour tous et faciliter l'accès aux matériaux. Juliette Ouéa. Urbanisation rapide, souvent non régulée, problèmes d'aménagement et de logement. Voici quelques mots dont souffrent les villes ivoiriennes et le district d'Abidjan en particulier. L'architecte doit intervenir en amont comme concepteur de solutions, comme médiateur entre les usages et les formes, comme acteur clé de la construction de la ville inclusive. Il faut donc renouveler les villes, les repenser. C'est ce qui ressort de la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment, Archibat 2025. En effet, nous avons la conviction que chaque espace urbain doit répondre aux besoins des habitants de nos quartiers, communes et villes. Au programme de Archibat 2025, des conférences, panels et autres visites de stands. Ce salon est le bienvenu pour mettre en lumière en fait l'importance de ce secteur d'activité et puis également de prendre connaissance de toutes les réformes qui sont initiées. Les impressions sont excellentes. D'abord par la qualité des stands, la qualité des participants, des entreprises qui sont là, la diversité de ce que nous avons pu voir.
Et puis aussi de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont ivoiriennes, qui exploitent des matériaux ivoiriens et qui travaillent localement. Donc tout cela nous satisfait. Plusieurs pays ouest africains, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord et européens participent au Salon de l'architecture et du bâtiment du 11 au 15 avril prochain. Bâtir des cités et en prendre soin, voici un soulagement pour les collectivités. L'agence de gestion des déchets remet du matériel à 11 communes de l'intérieur du pays. Un appui d'une valeur de 800 millions de francs CFA que les bénéficiaires saluent. Un matériel qui va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations. Grâce Kando. 11 communes de l'intérieur du pays reçoivent du matériel de salubrité d'une valeur de près de 800 millions de francs CFA. Cette initiative de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, va permettre à ces collectivités locales de gérer au mieux leurs déchets en vue d'un environnement sain. Cette structure, dès sa mise en place, a toujours accompagné les maires. Et nous ne pouvons qu'être heureux, chacun de nous connaît la problématique des ordures et des déchets dans nos communes. Donc aujourd'hui, recevoir ce matériel pour que nous venions soulager un tant soit peu, nos parents, nos populations, ça ne peut être qu'une joie. Nous disons merci infiniment au président de la République pour ce qu'il fait pour le bonheur de nos communes et par ricochet nos populations. L'action s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. En plus des 11 villes bénéficiaires, 71 autres en avaient déjà reçu, soit un total de 82 communes au titre de l'année 2024. Pour 2025, nous innovons avec un projet communautaire de type TIMO, axé sur l'économie circulaire, créant emplois locaux et valorisant des déchets. Ce projet novateur créera des opportunités d'emplois locaux tout en valorisant nos déchets, transformant ainsi un défi en opportunité. En plus du matériel offert, l'ANAGED a mis en place un accompagnement adapté à chaque commune avec des séances de formation sur l'utilisation des engins et leur entretien. Depuis 2019, il est créé des établissements publics hospitaliers. Le ministère des Finances et du Budget y nomme des contrôleurs budgétaires. La gestion du volet financier et de ces péages était au cœur d'une rencontre à Yamoussoukro. On le voit avec Kader Sogodogo. Ils sont contrôleurs budgétaires et agents comptables. Ils viennent d'être mutés dans le cadre de la réforme du système sanitaire dans les 21 établissements publics hospitaliers régionaux. Pour mener à bien leur mission, la Direction générale du budget et des finances renforce leurs capacités. Et nous sommes ici pour aider les directeurs qui ont été nommés à réussir leur mission dans le nouveau contexte qui leur est donné, en leur présentant les différents textes, en leur expliquant cela, en leur montrant les directives dans ce qui concerne le cadre de la gestion des finances publiques dans le contexte des établissements publics hospitaliers régionaux. Avant, les directeurs n'étaient pas très à l'aise pour pouvoir régler des urgences au niveau des hôpitaux, ce qui créait un peu de récriminations auprès des usagers. Maintenant, l'ordonnateur qui est le directeur va travailler concomitamment avec un assistant comptable et un contrôleur budgétaire pour que toutes les procédures de l'orthodoxie financière soient réglées, mais en même temps, ça va permettre une célérité dans les décaissements et dans la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement. La gestion budgétaire des établissements publics hospitaliers, c'est le thème de cette rencontre qui va durer 4 jours à Yamoussoukro. Au bout, la bonne utilisation de l'argent public pour un système sanitaire performant et de qualité. Dans l'actualité politique, 2 militants du PDCI adhèrent au RHDP. Le parti remet les attributs du RHDP aux nouveaux adhérents issus du PDCI RDA. Aka Nondjo et Youssou Balogun ont affirmé leur appartenance au RHDP au cours d'une cérémonie en présence du secrétaire exécutif Ibrahim Cissé Bakongo. Souleymane Donissongo. Ils reçoivent les attributs qui font d'eux des membres à part entière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aka Anodjo et Youssouf Balogun, tous deux membres du bureau politique du PDCI RDA et proches du docteur Emou Sylvestre, font la présente déclaration. Nous avons l'honneur de déclarer solennellement en ces lieux notre adhésion
au RHDP, le plus grand et le mieux structuré des partis politiques de Côte d'Ivoire, pour dire 1000 fois merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président du RHDP, pour tout le travail effectué de 2011 à 2025. Déterminé à assurer la vitalité du parti, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, qualifie cette rencontre de retrouvailles entre oufouettistes. Chers amis, je voudrais vous dire que nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes dans une maison accueillante. Vous avez fait le bon choix. Ne vous laissez pas distraire. Quand vous restez oufouettiste, quand vous décidez de passer d'un oufouettisme pâle pour venir au vrai oufouettisme. Cette nouvelle vague d'adhésion des militants du PDCI-RDA au RHDP est la deuxième du genre en moins d'une semaine. Toujours en politique, le candidat centriste Nyangbo Kakou déclare sa candidature à la présidentielle d'octobre. Il veut placer la Côte d'Ivoire parmi les 25 premières puissances économiques au monde. Il prône le Made in Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré. Pour Nyangbo Kakou, la seule façon de changer les institutions du pays et de parvenir au pouvoir d'État est de participer massivement à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a pour ambition de placer la Côte d'Ivoire parmi les 25 premières puissances économiques du monde d'ici 25 ans. Pour atteindre cet objectif, il se porte candidat pour le scrutin présidentiel à venir. Nous allons injecter de l'argent public pour construire notre industrie afin que nos enfants, nos petits-enfants trouvent du travail. Chez nous, il y a 60 ethnies. Chez nous, c'est le multiculturalisme. Ces institutions ne vont pas à la Côte d'Ivoire. À cause de ces institutions, le taux d'investissement en Côte d'Ivoire est très faible. Au cours de cette rencontre avec ses militants, il a signifié que les deux grands défis auxquels la Côte d'Ivoire doit faire face sont l'emploi des jeunes et la réconciliation nationale. Comment compte-t-il séduire les Ivoiriens? À ce propos, il réplique en soutenant qu'il ira partout en Côte d'Ivoire pour présenter son programme de gouvernement. Programme illustré dans un livre qui comporte 33 projets. Autre présidentielle lors du pays. Demain samedi, les Gabonais sont appelés aux urnes pour élire le futur président de la République. Un scrutin qui va marquer la fin de la transition, 18 mois après le coup d'État. 8 candidats sont en lice, parmi lesquels le général Brice Oligui Nguema et l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Billy Binze, Alexis Ouedraogo et notre envoyé spécial à Libreville. Le Gabon s'apprête à tourner la page de sa transition. Quelques 800 000 électeurs devront ce samedi départager 8 candidats, parmi eux le général Brice Oligui Nguema au pouvoir depuis août 2023 et Alain-Claude Billy Binze, dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Cette élection apparaît un peu comme l'élection de 1993 après la conférence nationale. C'est-à-dire que nous avons vécu des événements graves dans le pays. Et aujourd'hui, c'est une élection qui nous permet de sortir d'une période de transition. Durant ces semaines de campagne, les candidats, dont la seule femme en lice, Zenaba Linga, ont travaillé à se faire connaître des populations en jouant leur vatou. En 2023, je n'avais pas voté. Mais l'année-là, je dois voter. Pour être candidat conformément à la loi, Oligui Nguema avait renoncé à son statut de militaire. Transfuge du PDG, il s'est engagé pour une gouvernance sans corruption. Et justement, pour ce scrutin, plus d'une quarantaine de missions d'observation sont accréditées au grand bonheur de la diaspora, celle vivant en Côte d'Ivoire particulièrement. Je suis venue pour récupérer ma carte d'électeur et pour aussi faire une procuration parce que je vais voter aussi pour une autre personne qui se trouve en Côte d'Ivoire, mais très loin de la ville d'Abidjan. Ça montre que malgré que nous sommes à l'extérieur, nous nous préoccupons de tout ce qui se passe au niveau de notre cher pays, le Gabon. Et puis c'est une nouvelle phase pour nous après une transition de moins de 2 ans. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue ce samedi, un second tour sera organisé à date fixée par la Cour constitutionnelle. Notons que le président gabonais est élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois.
On continue en sport avec cette bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire qualifiée pour la demi-finale de la CAN U17. Les éléphants retrouvent les Lions du Maroc. Ils ont éliminé ce soir le Sénégal au tir au but. Nos envoyés spéciaux, Jean-Sylvain Esso, Barnabé Conan, nous font vivre l'ambiance à chaud après la qualification. Bonsoir Jean-Sylvain Esso à Casablanca après le match. Évidemment, c'est la fête avec la communauté ivoirienne. Bonsoir à tous, ne vous fiez pas à la couleur du temps ici à Berchid au Maroc. Il est bien évidemment 20h moins précisément et l'ambiance continue aux alentours donc de ce stade où la Côte d'Ivoire a une nouvelle fois triomphé donc des Lions du Sénégal. Les jeunes lionceaux ont poussé mais n'ont pas pu parce que tout simplement les éléphants étaient gagnés par le facteur chance. Et si les éléphants se sont imposés ce soir, c'est aussi grâce à la qualité de ses supporters. Vous le constatez derrière moi, le show continue encore. Alors bonsoir monsieur, dites-nous comment vous avez vécu ce match face au Sénégal dans la tribune. Incroyable, incroyable. Un match extraordinaire avec beaucoup d'émotions. Ce match nous a encore plongé dans la CAN. Nous avons l'expression que l'histoire est en train de se dessiner. Je remercie toute la communauté. La communauté est mobilisée. Nos autorités diplomatiques sont mobilisées. Toute la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ne nous abandonne pas. Nous sommes très fiers. Nous souhaitons bonne chance à nos éléphantaux. Nous leur souhaitons bonne chance, beaucoup de force. Merci à la ETI qui a aussi fait le déplacement. Il y a eu aussi ces femmes-là qui, malgré leur âge, sont venues donc dans les tribunes, ont épaulé, ont encouragé les éléphantaux ce soir. Alors bonsoir mademoiselle, dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu ce match face aux Sénégalais? Le match, c'était pas facile, mais on a vaincu. On a vécu, on a gagné. J'ai aimé. Allez, vous l'avez constaté, l'ambiance est tout simplement magique. Ils sont fous de joie ici en ce moment, les Ivoiriens. Mais il y a aussi les Marocains, ça annonce une bonne demi-finale entre les pays frères, le Maroc et la Côte d'Ivoire. On espère que les Ivoiriens qui ont effectué nombreux déplacements ce soir ici seront encore présents à Mohamedia. C'est dans une autre localité pour accompagner, pour épauler les éléphantaux. Pourquoi pas aller chercher la place en finale et pourquoi pas le trophée, les gars. Et oui, pourquoi pas le trophée. Bonne suite donc aux éléphantaux là-bas au Maroc. On va terminer avec cet hommage aux victimes des crises post-électorales de 2010-2011, une stèle dédiée à la mémoire et au souvenir. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration de cet espace qui marque une page sombre de la vie de la nation. Une cérémonie d'hommage à ces victimes à Bobo et Yopougon pleine d'émotion. La présidente du Sénat et maire d'Abobo, le ministre de la promotion de la jeunesse ont pris part à l'événement. Le reportage à suivre dans nos éditions à venir. Et voilà qui m'a terminé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'il n'y a pas de chemin qui mène vers un arbre sans fruits. Dieu le voulant, on se retrouve demain.